Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y'a de l'actu. Donc là, on est début mai, on va revenir sur tout ce qui s'est passé en avril 2026. Je suis Thomas Maymoun, donc Team Lead Data Scientist à BRP, toujours à Montréal, et toujours accompagné de mon ami Pierre Vanier, CEO, PDG de Flint. Salut Pierre. Salut Thomas, bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'aujourd'hui t'es positif ou t'es négatif? Comment dire on va voir. Il y a de l'actu. On verra. Je laisse nos auditeurs auditrices en juger et nous mettre les commentaires. Ah Pierre, il aurait dû prendre son anxiolytique aujourd'hui ou un peu plus de trucs positifs. Non, il y a plein de news intéressantes. Et on va démarrer. Donc on abordera tout ça avec grosso modo 4 chapitres, les faits divers, un peu de questions de souveraineté ensuite, business et stratégie et éventuellement produits et lancements si on a le temps. Thomas. Le premier point qui est intéressant, je connaissais pas des masses, mais je pense que toi tu devais connaître, en fait, c'est tout un système sur les fausses étoiles GitHub. Donc, en fait, ils se sont rendus compte, donc c'est la SEC qui s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 6 millions de fausses étoiles sur à peu près 18 000 repos. Et en fait, on va voir dans quel niveau on rentre dans le détail, mais c'est assez intéressant puisque souvent, quand une startup se lance, une nouvelle solution se lance, on a tendance à mettre en avant l'explosion des étoiles GitHub. Euh, et on se rend compte en réalité qu'il y a toute une économie cachée. Donc on parle d'un tarif entre, bon, ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais 3 centimes de dollars jusqu'à 85 centimes de dollars. Et l'objectif, ça serait d'avoir une traction gonflée pour donner un signal positif. Et en fait, là, je rempile tout de suite. On a fait un épisode il y a 2 semaines qui est sorti il y a la semaine dernière sur les VC. Et en fait, à un moment, il y avait ce passage où Juliette disait en fait, on navigue à vue au début. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien qui est créé, il y a souvent juste un repo GitHub. Elle parle de GitHub. Et je trouve ça trop marrant que ce sujet-là arrive ce mois-ci, où en fait, bah, ça se trouve, c'est complètement la plupart des choses sont fausses. Alors, premier truc que je trouve, c'est le mantra américain, c'est fake it till you make it. Ça veut dire tant que t'as pas de produit, tant que t'as pas de client, c'est un peu admis aux États-Unis que tu peux raconter à peu près n'importe quoi qui tordent plus ou moins la réalité. Là, en l'occurrence, les étoiles. En fait, si tu veux, ça m'étonne tellement pas. T'as des faux followers dans toutes les plateformes. T'as des faux Ouais, likes. c'est T'as vrai. des faux, tout ce que tu veux, que ça soit sur Insta, LinkedIn, Twitter, etc. Donc, le fait de le retrouver sur GitHub, ça ne m'étonne absolument pas. Et ce que tu viens de dire est aussi intéressant, c'est que là, aujourd'hui, beaucoup de startups et de projets sont financés et du coup Juliette Ast, qui était notre invitée au podcast, l'a dit en mode pré-seed, c'est-à-dire en fond de pré-amorçage. Ça veut dire que les projets ou les produits sont même pas lancés. Donc il n'y a aucune métrique ou aucune façon pour ces ventures capitalistes ou les gens qui investissent dans ces projets d'avoir une espèce de valorisation de ces projets. Et en fait, la seule métrique aujourd'hui, c'est la métrique la plus basse, ça va être GitHub et ça va être les étoiles sur ton repository. Et on s'aperçoit qu'en fait, peu importe la métrique qui est choisie pour juger de la performance ou de l'espoir qu'on met dans des startups, dans des projets, dans des founders, il faut quand même bien se dire qu'en fait, il y a très probablement 75% de faux, pardonne-moi l'expression, mais de bullshit américaine. On en a vu énormément. Il y a à peu près que ça. Ils sont très forts pour ça. On peut leur tirer notre coup de chapeau. Alors que nous, en Europe et en France, il faut déjà qu'on ait créé des projets et trouvé 600 millions d'utilisateurs avant qu'on puisse avoir une levée de fonds. Je tire un peu le trait, mais c'est un peu ça. Donc je pense qu'on navigue entre ces deux extrêmes. D'un côté, l'extrême par la vacuité et le vide, les Américains fake it till you make it, ce qui fait qu'on peut retrouver sur des valorisations absolument gigantesques alors qu'en fait il n'y a rien. Et de l'autre côté, le côté pragmatique et réaliste de l'Europe qui attend presque qui attend presque que ça soit trop tard pour pouvoir lancer des actions marketing, etc. Donc voilà, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Mais pourquoi tu compares les États-Unis et le reste du monde là? Pourquoi tu associes GitHub et les étoiles avec les États-Unis? Parce que je pense que ce qui serait intéressant de regarder sur ces 6 millions d'étoiles fake, j'aimerais bien regarder l'origine des projets et quel type de projet. Ce que je veux dire, c'est que je pense que tu auras beaucoup moins de projets européens que de projets États-Unis outre-Atlantique. Je pense. Parce que c'est dans leur, entre guillemets, gène ou aujourd'hui nature dans les startups américaines
potentiellement de tirer le trait de la réalité jusqu'à ce qu'on récupère le chèque. On verra après. Il y a deux grosses règles, c'est fake it till you make it et break things and go fast, donc casser les choses, aller vite et arriver sur un terrain concurrentiel où la réglementation est pas prête et il n'y a pas de concurrent. L'hégémonie, Peter Thiel et son livre qui s'appelle Zero to One, qui est un best-seller américain sur des start-upers et entrepreneurs. Mais tu penses pas que tout simplement le monde de la tech, ou du moins du software, il est basé sur le modèle états-unien? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, Donc tout à c'est-à-dire fait. qu'en fait, Mais tu vois, je pense que ouais, mais tu vois, je vais prendre un exemple. Et on avait eu cet invité qui était Hervé Bredin de Pianote. Et on en a d'ailleurs parlé avec Juliette dans le dernier podcast parce que Serena Data Venture, je crois, a investi dans Pianote. Et je pense qu'au départ, le projet Pianote AI et tous les projets qu'avait développé Hervé avec sa communauté, je pense qu'il y avait très peu de fausses étoiles. Notamment aussi parce que c'était un repo Hervé niche, issu de la recherche. niche. Ouais, mais c'est niche aussi le sujet. À l'époque où on en a parlé, c'était très niche. Ouais. Mais là, tu vois, les repos, tu vas parler de quoi? d'OpenCloud, de tous ces trucs, de Manus, des frameworks agentiques, etc. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que vraiment de définir le vrai du faux, le vérifiable du non vérifiable, du décidable du non décidable dans l'espace numérique, l'espace commun numérique dans lequel on vit actuellement, que ça soit sur n'importe quelle plateforme finalement. Moi, je lis des commentaires sur LinkedIn, je me demande s'ils sont vrais ou s'ils sont rédigés par une IA. Et aujourd'hui, ben voilà, les étoiles. Regarde sur les plateformes type marketplace comme Amazon, par exemple, on sait aujourd'hui que ça ne sert strictement à rien d'aller voir les avis, puisque tous les avis, une grosse partie des avis sont pipés, sont des avis écrits par des bots, par de l'IA, etc. Donc en fait, on remet en question toutes ces métriques qu'on avait usage de penser comme vraies, véridiques et tangibles sur lesquelles s'appuyer, elles sont toutes très probablement fausses. Dans la situation actuelle, dans le monde qu'on vit maintenant. Ouais, je suis pas sûr qu'à la vitesse où ça va, ça revienne des masses. Après, on a vu que il y a des gens qui auraient a priori, qui se dirigent vers avoir des solutions pour ça. Et on dit bonjour à Sam Altman avec son espèce de truc de device qui est prête en fait à numériser toutes les iris pour faire une preuve de véracité pour absolument tout le monde, puisqu'en fait, il veut pouvoir justement garantir que de l'autre côté est un être humain et quel être humain, etc. Donc c'est typiquement le fichage, c'est typiquement très orwellien comme système. Mais en dehors de ça, toutes les données sur Internet sont à prendre à minima avec doute et précaution. Voilà. Ouais. Et puis Sam Altman titrait la drogue et le médicament un petit peu, finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on aille sur un autre sujet? Bon, il y a pas mal de petits sujets ce mois-ci. Est-ce qu'on va mettre beaucoup d'énergie sur tout? Non, c'est juste que, par exemple, Tesla et Waymo, ils ont admis ce mois-ci qu'en réalité, toutes leurs voitures n'étaient pas complètement autonomes. Il s'avère que les sénateurs des États-Unis sont en train d'enquêter sur l'assistance humaine aux voitures autonomes. Et il s'avère même que Tesla a avoué que des fois, il reprenait complètement le contrôle. Donc, il y a deux choses bien distinctes. C'est la voiture est autonome, il y a un humain derrière son ordinateur, j'extrapole un peu, qui est capable de lui donner une aide supplémentaire sans toucher le volant. Donc, lui expliquer un peu la situation à laquelle le véhicule fait face. Mais Tesla, lui, va toucher directement le volant pour mener une action. Donc ça lève pas mal de sujets qui sont peut-être en réalité, donc je sais pas l'énergie qu'on va mettre dans ce sujet-là, mais très proche de la partie GitHub, qui est en Oui, fait... aussi ça me fait beaucoup penser à ce qu'on appelle le human in the loop. C'est-à-dire que dans ces systèmes d'IA, à un moment donné, on voudrait croire que l'humain n'est jamais là et complètement déconnecté de ces boucles, en fait, que ça soit ici dans les véhicules autonomes. Mais on l'avait vu. On l'avait vu dans d'autres systèmes. Moi, ça me rappelle beaucoup le Turk mécanique, tu sais, Mechanical Turk, où en fait, c'était dans les années 1800 où on donnait des choses à faire. Il y avait un espèce de robot mécanique et en fait, il était agité par en dessous par des gens qui le manipulaient comme une poupée, comme une poupée finalement. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça.
ces véhicules sur lesquels ils peuvent prendre la main. Et ça me rappelle aussi les LLM avec ChatGPT, où il y a pas longtemps, il y a une personne qui a essayé de tester ChatGPT en disant qu'il allait faire un attentat terroriste et qui s'est retrouvé avec les membres du RAID qui ont débarqué chez lui, je crois que c'était à Strasbourg. Donc ça veut dire que quelque part dans tous ces systèmes à base d'IA, où a priori on croit être en boucle fermée avec ces systèmes-là, la boucle n'est pas si fermement fermée que ça finalement. D'un côté, il y a de la perte de contrôle via Tesla et Waymo d'opérateurs qui peuvent prendre à distance le contrôle, ce qui pose la question de quand, quelles conditions, ce qui pose la question de savoir si éventuellement ils peuvent pénétrer dans le système du véhicule sans ton autorisation. Et pareil, en fait, finalement, pour ces questions de chatbot et assistants conversationnels sur laquelle on peut se poser la question de combien de data, à partir de quel moment, en fait, ils mettent un humain dans la boucle, quelles sont les informations qu'ils monitorent, entre guillemets, et comment ils les monitorent. Et comme toutes ces boîtes-là sont des boîtes noires, on n'en saura rien. Mais vous pouvez imaginer que, voilà. Mais c'est peut-être la seule partie dommage, puisque en réalité, pour moi, c'est pas spécialement un souci. Alors, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais rappelle-toi au moment où Waymo, donc Waymo, c'est les voitures autonomes de Google, où souvent, quand les gens vont à San Francisco, prennent une vidéo avec, et bah, tu l'as fait toi aussi. Je trouve que c'est pas vraiment. Je suis coupable. Non, mais c'est pas négatif, c'est juste que les gens se sont plaints à un moment de dire, bah, on va pas laisser un véhicule conduire à notre place. En fait, ça, c'est les détracteurs de cette partie-là. Mais donc maintenant, s'il y a les sénateurs des États-Unis qui sont en train d'enquêter là-dessus, on se rend compte que bah c'est pas tout à fait le cas, c'est pas complètement autonome. Bah techniquement, ces détracteurs, encore une fois, j'abuse un peu, mais ils n'existent plus. Et après, je pense que oui, ce qui manque concrètement à la fin, c'est le manque de transparence. Et je pense que c'est un bon Tout à point fait. que tu mentionnes. C'est quand Ouais. est-ce qu'on notre système, il est vu et lu, mais bon, il y a tellement. Après, c'est peut-être une réflexion un peu de Benet, mais il y a tellement de choses où nos informations sont partagées et qu'on s'en rend même plus compte que est-ce que c'est vraiment grave aujourd'hui? Je peux vous garantir que tous les véhicules, même non autonomes, partagent des informations avec bah, en fait, son entreprise en tant que telle. Moi, j'avais entendu des choses sur Audi, la marque Mhm. Audi, qui en fait, alors je ne sais pas si c'est vrai, et j'espère ne pas mentir là-dessus, mais qui prenait en vidéo ou en photo tous les nids de poules qu'il rencontrait. Donc en fait, Ok. les nouveaux véhicules étaient capables de capter les nids de poules et les envoyer en fait au. Je connais pas tout le système et j'ai pas trop envie de rentrer dedans Au service au de la voirie gouvernement. ou des choses comme ça, Exact. c'est ça? Et en fait, Ok. ils vendaient ces données-là. Mais techniquement, ces données, elles proviennent du conducteur qui a vu ce genre de choses. Mais ça, c'est jamais mentionné. Donc c'est quand même Mais des choses qui. c'est des vraies questions importantes derrière parce qu'en fait, on parle aussi de, de pénétration du numérique et de l'espace du numérique public dans l'espace privé. Parce qu'en fait, potentiellement, quelqu'un prend le contrôle de ma Tesla à distance, c'est une intrusion quelque part. J'ai pas lu les 79 pages de Terms and Conditions, et data, privacy, etc., etc. Je pense qu'ils ont le droit. Je pense que je les ai pas lus. Je pense que personne les lit. Mais se pose la question de, bah, à ce moment-là, aussi se pose la question parce que tu as une vidéo dans la Tesla, tu as une caméra qui filme le cockpit, se pose la question des data. Et en fait, toutes ces boîtes sont des boîtes noires. Toutes ces boîtes sont absolument pas transparentes. D'accord? Loin s'en faut. Et aujourd'hui, avec 30 ans de regard autour de ça, je pense qu'il est quand même plus prudent de se dire que toutes ces boîtes font absolument n'importe quoi avec vos datas. Je pense que c'est plus facile de dire comme ça. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on s'en fout, est-ce qu'on s'en fout pas, c'est une question de savoir où est-ce que tu mets le curseur. Le gouvernement français s'est fait pirater tout le système des cartes grises il y a une semaine. La France est sous une attaque nucléaire cyber depuis 6 mois. Tout le monde s'en fout. Toutes les datas de la Terre des Français sont open. En fait, la France est le plus gros fournisseur d'open data aujourd'hui par sa sécurité qui est à peu près comme un énorme gruyère. Donc en fait, tout le monde se régale. Donc nos datas, je pense qu'elles sont 5, 6, 10 fois disponibles en double, en triple, en quadruple chez ces grands providers. Donc c'est presque plus une question en fait. Ouais, La question, j'ai envie de dire, la question elle est déjà vite répondue et depuis longtemps en fait. Ils ont nos datas, ils font ce qu'ils veulent, personne n'y peut rien. C'est à peu près ça quoi. Mais je pense que c'est un bon point aussi pour aller sur la prochaine partie. J'ai pas trop envie de parler de OpenAI avec le document de Sam Altman. Mais si tu m'autorises, on va aller sur la partie méta. Euh, Ah bah alors ah, là, je t'autorise, mais même je te dresse un tapis rouge. Tout le monde sait ici que j'adore Meta.
Ouais, donc bon, c'est pas un secret. Ils l'ont annoncé, en fait, eux, ils le vendent positivement. Chacun se fera son avis, mais l'objectif, c'est de collecter des mouvements de souris et de clavier pour entraîner des agents IA. Mais, ça c'est peut-être la contrepartie, il n'y a pas de désactivation possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout employé de Meta, alors à voir à qui ça va s'adresser, parce que des fois, ça fait partie d'un plan marketing de communication, et des fois, c'est aussi pour faire partir les gens, hein, tout simplement. Mais dans un souci de créer des agents IA plus performants, tout va être traqué chez les employés d'un point de vue de leur laptop. Euh, et Meta promet des protections pour les données sensibles. À toi, Pierre, c'est ton moment. Non, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, j'ai envie de les démonter, en fait. Si tu veux, je ne supporte pas cette boîte, je ne supporte pas son PDG qui est un psychopathe masculiniste. Et on en avait parlé il y a 3 ou 4 épisodes dans Y a pas que l'actu de Meta qui allait se mettre en place des systèmes de tracking, de KPI, de metrics pour pouvoir observer finalement ses collaborateurs. Ça y est, c'est dans les cartons. Ils nous vendent ça comme étant pour pouvoir entraîner, pré-entraîner des agents IA, etc. Moi, je pense que c'est exécrable. Je pense que Meta constitue une lucarne assez exceptionnelle sur le futur dont personne n'a envie. Donc, en fait, suivez ce que fait Meta. La plupart du temps, c'est relativement mauvais. Pour Meta, c'est toujours un peu contraignant, mais je me demande si... Enfin, je peux pas croire que Meta tout seul fasse ça. En fait, la logique, elle est extrêmement simple, c'est de me dire si Meta le fait, je pense que Google le fait, je pense que d'autres GAFAM, c'est un bon terme, Amazon le fait, c'est obligé. Je sais pas pourquoi c'est toujours Meta qu'on va regarder. Et surtout, l'autre point, c'est il existe déjà des logiciels j'aime le terme tracking, mais on va utiliser le terme monitoring pour être un peu plus doux, de monitoring des employés ou de la force de travail. Là, je préfère le terme force de travail, c'est choisi ce mot, vis-à-vis de leur laptop et de leur ordinateur. Mais il faut pas croire que, puisque quand je lisais les médias, il marquait c'est fini de regarder YouTube ou d'être sur son magasin son magasin en ligne pour faire du shopping. Ça existe déjà depuis partout, en fait. On a déjà des systèmes dans toutes les entreprises qui sont en train de traquer pour chaque nom ce que vous êtes en train de faire. Après, est-ce qu'on a le droit de faire est-ce qu'on a le droit de se servir de ces données-là dans tous les pays? Non. Mais si jamais il s'avère qu'on ait besoin de ces données-là, on peut s'en servir. Ça n'a jamais été un secret. De toute façon, c'est simple. Si vous êtes dans une entreprise qui vous interdit d'aller sur certains sites web, en général, on sait ce qui se passe. Donc, je trouve ça dommage. Après, moi, c'est pas parce que toutes les boîtes le font et qu'il y a des logiciels qui font ça aujourd'hui que ça rend plus légitime en fait sa démarche. C'est dégueulasse. Les boîtes qui font ça sont dégueulasses d'une manière générale. Les logiciels qui font ça sont des logiciels dégueulasses. Excusez-moi, je vais quand même dire les mots parce que les mots sont importants. Et si on veut continuer en fait à ce que les salariés, les employés continuent à déclarer des burn-out, être anxieux comme des malades et des problèmes de santé mentale, on continue à leur mettre des systèmes de tracking comme ça. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, c'est aussi leur but. Quand les gens humains seront suffisamment fatigués d'être traqués, d'être épongés, d'être essorés, ça donnera une justification parfaite pour passer à une entreprise où il y aura zéro humain. Il n'y aura que des agents IA qui auront été entraînés. Et puis je me pose la question, est-ce qu'on a changé les contrats de travail de ces gens-là? C'est-à-dire que probablement on leur a demandé de travailler, de fournir de l'output. Est-ce qu'on leur a demandé et est-ce qu'on leur a dit, en fait, ton expertise va servir à entraîner des agents? C'est-à-dire qu'en fait, on va spolier ton expertise pour l'empacter et l'encapsuler dans des agents IA. Je suis pas sûr que ça soit la même façon de contractualiser un service entre un employé et une boîte. Donc ça pose tout un tas de questions. Et effectivement, ça m'étonne jamais que ça soit Meta qui soit devant, puisqu'en fait, c'est la première boîte qui surveille absolument tout le monde aujourd'hui. Voilà. Mais tu vois, je vais me permettre d'aller sur un petit peu un autre sujet que moi qui m'intéresse. Je pense que dans des endroits comme les États-Unis, c'est facile à faire. C'est plus facile à faire et il y a d'autres endroits dans le monde où c'est plus facile à faire. Mais les salaires sont plus élevés. Je vais essayer de partir de ce postulat. Par contre, en France, si tu veux changer quelque chose, peut-être ça en l'occurrence, c'est extrêmement dur, c'est très coûteux d'un point de vue, alors je ne connais pas les termes, mais d'un point de vue d'un point de vue contractuel. Je pense qu'à force, les gens ne créeront plus, enfin ces entreprises-là créeront de moins en moins d'emplois en France. En fait, si tu veux, je sais pas je sais pas comment expliquer mon propos. Mais elles Aujourd'hui, créeront de moins en moins d'emplois d'une manière générale. Hein. Oui, mais de manière générale, mais aujourd'hui, à choisir entre créer un emploi aux États-Unis et créer un emploi en France,
Et je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais je trouve ça intéressant. Bah, en fait, on préférera créer un emploi aux États-Unis, même si on sait qu'on va se séparer de ce salarié dans 2, 3, 4 ans, plutôt que d'aller créer un emploi en France, savoir qu'il faut faire un avenant, je suppose un avenant ou un nouveau contrat. Je connais pas tous ces Voire termes. même un accord de branche, contacter les Ouais, syndicats, etc., exact, etc. Hein. Et exact. puis, il y a un cadre légal aussi en France. Donc, ce genre de choses, effectivement, il y a les régulations et réglementations. C'est sûr que c'est plus compliqué en France qu'aux États-Unis. Et donc, si c'est plus compliqué, à la fin, il y aura plus trop d'emplois en France de ce point de vue-là, puisqu'en fait, on ne peut rien tester. En fait, je dis pas que Meta, c'est bien ou pas bien, mais aujourd'hui, et là, c'est un autre sujet en tant que tel, et on peut aller dedans si tu as envie, il le dit, il dit tu fais ça pour ses agents IA. On dit pas que c'est bien ou mal. Enfin, toi, tu donnes ton avis là-dessus, mais leur but, enfin, il y a un but précis. C'est pas Tu spécialement sais, je me dis un truc, Thomas. Si demain, il y a ton boss qui te dit, écoute, je vais te mettre, en fait, un consultant de chez Accenture ou Ernst Young, il va se mettre à côté de toi, on a des accords avec eux, et en fait, il va développer et co-développer un agent qui va te remplacer dans 6 mois. Parce qu'en fait, il aura pris toute ton expertise. Mais Tu réagis. j'aime ça. Là. Bah là, je pense que c'est vraiment philosophique. Ça m'embête. Ça m'embête. Parce qu'en Mais à fait, la c'est ça fin, la question. Hein. oui, mais C'est à ce la qu'a fin, fait, c'est ce que font les gros vendors et Frontier Lab. Ils prennent les très très gros cabinets de conseil, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur système tout seuls, pour faire des exact. intermédiaires et finalement des commanditaires qui vont venir coder ou qui vont venir co-développer des agents pour remplacer toute la workforce de très grosses entreprises. Donc la question, est-ce que tu acceptes et dans quelles conditions finalement? C'est un peu ça la Bah, condition. je pense que c'est un super point. En fait, on pourrait faire un épisode là-dessus entier. Moi, j'accepte. Ça m'embête. J'accepte. Puisque je sais que lorsque je rentre dans une entreprise en tant qu'employé, mais c'est peut-être puisque j'ai eu mon entreprise, j'en sais rien, tu vois. Mais quand je suis employé, bah, je suis juste employable. Mais je pousse le curseur à fond. Si aujourd'hui je suis un employé, moi je donne mon temps et on me paye en conséquence, et j'accepte qu'à un moment, bah, on veuille me remplacer. Moi, j'ai du mal, sans avis politique, mais j'ai du mal à penser qu'un employé, un employeur va protéger ou doit protéger un employé. Il y a un aspect humain, bien sûr, mais à la fin, une entreprise, souvent dans le privé, son objectif, c'est de créer de la valeur. Et quand je dis créer de la valeur, c'est un abus de langage, gagner de l'argent, créer des bénéfices. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais ça, c'est notre vision. Toi, tu es au Canada, outre-Atlantique, Amérique du Nord. Moi, je suis en Europe, je suis en France. Je suis absolument pas d'accord quant au fait qu'une entreprise soit simplement un vecteur de création de valeur économique, financière, etc. Je pense que l'entreprise a encore une énorme importance en tant que véhicule social de rencontre des gens et Ça, oui, notamment aussi 100%. d'identité professionnelle, de trouver de la substance et du sens dans son existence, d'avoir de la gratification, de la reconnaissance, etc. Je pense que si on déshumanise l'entreprise, comme le font nos voisins aux États-Unis, je pense que elle a déshumanisé plus que ça encore. On arrive à l'os vraiment de ce qu'est une entreprise, à l'os de ce que doit être le travail, mais même à redéfinir ou à repenser ce qu'est une entreprise et ce qu'est le travail à l'aune de ces nouveaux systèmes qui sont là pour extraire l'expertise des employés salariés et la transformer en une expertise d'un agent spécifique ou d'une armée d'agents, peu importe, ou d'un système numérique semi-intelligent qui va te faire le truc. C'est à peu près ça la promesse. Ça, oui, je suis d'accord, mais au milieu, est-ce que tu considères que c'est par exemple à l'entreprise de former ses employés? Est-ce que c'est à elle profondément d'aller former ses salariés? Je vais essayer de t'expliquer mon propos après. C'est super intéressant, mais je pense que en dehors de ces énormes boîtes qui sont financiarisées, toutes les autres types d'entreprises ont beaucoup plus intérêt à avoir une paix sociale avec leurs employés, à avoir une co-construction, une co-création de valeur, plutôt que d'aller appliquer ces systèmes en fait qui sont réservés à une élite d'entreprises dont le but est d'augmenter les marges, les dividendes, la capitalisation et le ratio chiffre d'affaires par head count. Donc plus on dégage de gens, plus on génère de marge, mieux c'est. Pour les entreprises qui sont des PME, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, beaucoup plus centrées sur une économie qui a une forte ancrage dans le réel, je pense que toutes ces considérations-là, non seulement elles s'en foutent, mais en plus elles peuvent être néfastes pour leur qualité de vie à l'intérieur et leur concorde, entre guillemets, entre les employés et les patrons et entre les différentes forces en présence dans l'entreprise. Voilà, moi c'est ce que je pense.
Non, c'est bon, c'est super intéressant parce que tu vois, quand je te parle de ce sujet de, on est employé, donc on est employable, je pense qu'il y a un vrai je serais ravi d'avoir des personnes pour parler de ça. Et moi, je suis quelqu'un qui a débuté sa carrière professionnelle concrètement, très concrètement, à la période Covid. Et donc, avec le chômage partiel, j'étais dans le conseil et en fait, tu comprends très vite que tu es employé pour être employable. Et si tu pas de valeur, je pousse le curseur à fond quand même, hein. Peut-être que j'abuse, mais tu peux créer des liens sociaux, un cercle social à ton travail, mais si tu crées pas de valeur et si t'es pas intéressant et si t'es pas rentable en tant que tel, on te fera très vite comprendre que t'es pas à ta place. Et ça, je pense que c'est une fracture qui s'est créée. Mais il y a plein de choses qui se sont créées pendant la période Covid et ça crée pas des mouvements générationnels, mais des visions qui sont très différentes. En tout cas, enfin, je sais pas si t'as un truc à ajouter là-dessus, sinon on peut aller Non, ailleurs, mais je non, trouve ça très non, intéressant. non, non, non. Après, il faut quand même pas aussi oublier que tous ces systèmes sont des systèmes numériques et que tous les systèmes numériques, par définition, sont des passoires. Donc en fait, leur petit système de tracking, etc., je leur donne à peu près 45 secondes avant que leur premier ingénieur dise ah, t'as vu, j'ai réussi à doubler le truc qui nous espionne en permanence en fait, et en ce moment là je suis sur YouTube et machin, etc. En fait, c'est un pansement sur une jambe de bois. Si vous voulez améliorer l'engagement des collaborateurs, c'est pas un tracking qui vous le mettre aux fesses en fait, c'est plutôt d'essayer de redéfinir quels sont les objectifs et le travail commun et la vision de l'entreprise. Comme ça, vous éviterez que tout le monde dégage de votre entreprise en fait. C'est vrai, surtout dans un monde avec des smartphones. Exactement. Le dernier point, c'est quand même plutôt positif, juste dans les faits divers, c'est que Scalway, donc c'est un peu, c'est ok de dire que c'est un peu comme l'équivalent de Koyeb. On a eu Koyeb plutôt. Oui, c'est un gros hébergeur cloud, principalement cloud, hein, parce ils font moins d'IA, ils en font un petit peu depuis que c'est la mode, mais surtout cloud et cloud souverain en fait. Mm. Ouais, bon, on va comparer à AWS, mais en Europe, on va utiliser ce terme-là. Et ben en fait, Microsoft va passer par eux maintenant. Oui. Donc, Ce qui est quand même assez marrant parce que ça fait 5 ans effectivement de polémiques, de papiers, d'espèces d'euphorie et d'invectives dans tous les sens, comme quoi c'était honteux que nos données de santé soient hébergées par un cloud américain, etc. Et finalement, l'urgence de la situation géopolitique, économique en ce moment fait qu'en 3 semaines, un mois, tout est réglé. C'est ça qui est assez marrant, quoi. C'est comme quoi c'est la ça. guerre met des raccourcis hein, quelque part. Hein. Mm. Tout à fait. Et j'ai super mal expliqué l'annonce, c'est que en fait, le système de santé français remplace Microsoft par Scalway. C'est ça l'histoire. Exactement, Je me suis super mal exactement, exprimé. exactement. Excusez-moi. Donc ça, c'est une bonne chose et ça reprend le sujet qu'on avait vu juste avant. Maintenant, on part sur la partie intéressante, la souveraineté. On en parle depuis toujours, la Chine et les États-Unis. Je pense que là, il y a une escalade encore plus forte Tout qu'auparavant. à fait. Mm. Est-ce que on peut prendre n'importe quel plan? Est-ce qu'on prend Manus en premier? Est-ce qu'on prend la Maison Blanche? Ou on parle de la Chine? Manus, c'est très bien. Moi, je trouve que Manus, c'est très bien. Tu veux, vas-y. Bah ouais, je pense que ça distille assez bien l'information, mais c'est Manus, donc qui est une énorme entreprise chinoise qui avait fait grand bruit. Oula, maintenant je vais dire il y a 1 an et demi. Si ça se trouve, c'était il y a 6 mois. Disons, ok, 1 an et demi, qui proposait plusieurs outils ou plusieurs agents qui promettaient d'être révolutionnaires. Sur le papier, ça l'était, puisqu'il y avait une utilisation de la part des, ut- des utilisateurs qui semblait cohérente. Ça donnait des accès. Enfin, c'était assez compliqué, mais en tout cas, l'entreprise s'est fait racheter par Meta. Elle s'est fait racheter 2 milliards de dollars. Les fondateurs, eux, sont partis à Singapour. Ça, c'est un point qui est important. Mais ils sont chinois. En fait, depuis l'achat de Meta, où Meta a déjà introduit de la connaissance et les outils Manus au sein de Meta, en fait, la Chine passe en examen l'achat. Donc, l'achat de Manus, et il y a des risques qui sont très élevés, assez étonnants, puisqu'en fait, on parle d'une entreprise privée Meta avec Manus, j'allais dire le terme privé, mais je ne sais pas comment ça marche en Chine, et le système chinois, donc le pays. C'est privé aussi, mais tout est à eux. Ouais, ouais, mais on s'entend en vrai quand, ouais. Et donc, il y a deux scénarios possibles, c'est soit la vente forcée de Meta, enfin, ils Ça ont me fait plus le marrer droit de parce que ça ressemble à ByteDance et à TikTok en fait, avec cette histoire, mais à l'envers, Bah quelque ouais, mais en part. fait, on re-rentre après dedans.
ou sinon ils sont obligés de relocaliser les 100 salariés en Chine. Et donc il y a une phrase qui est sortie un peu, c'est que finalement on ne quitte jamais vraiment la Chine, peu importe où on est. C'est un vrai sujet. Et en fait, je sais pas si Pierre tu veux ajouter quelque chose, mais sinon après, il y a la Maison Blanche et la Oui. Chine qui ont parlé. Je trouve que c'est amusant, mais en fait, tu te souviens peut-être pas, mais on avait rencontré un gars qu'on connaît lors d'une conférence quand on était allé à San Francisco, Thomas. On avait rencontré Ivan Leo, qui bossait, qui avait trouvé du coup un job chez Manus. Et j'avais rigolé avec lui parce qu'il était arrivé, je sais pas, 1 mois ou 2 mois avant le rachat de Manus par Meta. Et j'avais rigolé en lui disant, ah bah tu vois, t'as été chez Manus, maintenant t'es chez Meta. Et il me dit, oui, on verra comment ça se passe, etc. Et du coup, je sais pas quelle va être sa solution à lui. Et lui, c'était un gars, je crois, qui était un Singapourien à l'époque. Ok. Donc ça pose effectivement beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui touche un peu à l'IA en termes de software devient quasiment aussi sensible et un sujet aussi stratégique que les armes de guerre. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie, il y a un nouveau terrain technologique. On a dit la guerre froide dans les années 60, on a dit la guerre des étoiles dans les années 70, 80. Aujourd'hui, c'est la guerre de l'IA. Elle y est, elle est là, on est en plein dedans. Et elle est parallèle à la guerre géopolitique et physique qui se passe dans tous les terrains et les théâtres de guerre. Donc aujourd'hui, la Chine, effectivement, en fait, ils se répondent à l'un à l'autre, et on va basculer sur l'autre sujet qui est ces questions de la Maison Blanche, c'est ça, hein, où en fait il va y avoir un sommet Trump-Xi Jinping le 14 mai à Pékin. Et la Maison Blanche et Trump donnent déjà un avertissement très formel aux Chinois d'arrêter ce qu'on appelle le principe de distillation. En fait, je trouve que c'est super bien parce que j'adore ce terme de distillation parce que ça me fait penser tout de suite à des alambics et faire de l'alcool et tu distilles de l'alcool. C'est ça le concept. Et du coup, derrière, ça me fait penser à toute la période de la prohibition dans les années 20, les années 30. Parce que finalement, on se retrouve avec ce genre de bloc où tu n'avais pas le droit d'importer de l'alcool, etc. Ben là, en fait, tu vois, tu as l'impression que les Chinois, ils disent t'as pas le droit d'importer des trucs de l'IA américain, ou t'as pas le droit de vendre des puces, ou t'as vraiment ce côté où l'IA, où tout ce qui sert à faire de l'IA devient un asset, devient un atout ultra stratégique. Et si on peut emmerder notre adversaire un maximum, c'est mieux. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Non, ouais, c'est totalement ce qu'ils font et je trouve que le point il est intéressant puisque tu vois, tu parlais de guerre froide. Euh, il y a un moment, la souveraineté, on en parle assez souvent parce que c'est quand même un sujet qui est assez intéressant. Au début, on parlait de Europe, Chine, USA et on savait qu'à un moment l'Europe allait sortir puisqu'on allait se concentrer sur d'autres sujets en Europe. Maintenant, ce qui se passe, et je trouve ça vraiment cool, c'est les deux mesures. C'est le même poids, mais c'est deux mesures différentes pour les États-Unis et la Chine. Je m'explique. La Maison Blanche, donc les États-Unis, ils disent il faut arrêter de faire de la distillation. Donc distillation, prendre l'essence qui vraiment nous intéresse dans les gros modèles. Ça vient d'Anthropic. Donc Anthropic, il a accusé DeepSeek, Moonshot, Minimax en février de ces sujets-là. Grosso modo, pour que les gens comprennent, en fait, ce qu'ils se disent, c'est un peu comme à l'école quand on dit tu m'as copié, etc. En fait, il y a les gros modèles américains, OpenAI, Anthropic, qui sortent des modèles de fondation hyper puissants. Et maintenant, je ne sais pas si c'est du vent ou si c'est pas du vent, mais on accuse les modèles chinois, peut-être un peu moins puissants open source, d'être venus en fait extirper toute l'intelligence. C'est le principe de distillation. Donc en fait, grosso modo, ils sont allés voler toute l'intelligence de ces gros modèles américains. Mais c'est compliqué à approuver et c'est toujours un peu un réflexe un peu de cours d'école en fait. Copie pas sur moi, t'as pas le droit de faire ce que je fais, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans la distillation en tant que telle, tu recopies pas l'intelligence. Je pense que là, c'est ma conception, mais tu copies pas l'intelligence, mais tu copies le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu distilles un modèle comme Anthropic ou OpenAI, et c'est ça le point qui est important, je ne sais pas si on parlera, mais on a déjà parlé à un moment du cash burn, par exemple, de OpenAI. Ils dépensent beaucoup d'argent, Sora, ils ont parlé de plusieurs millions par jour et tout ça, mais en fait, l'entraînement d'un modèle, et on en a aussi parlé au dernier épisode avec Juliette, c'est quand un modèle il est publié, en fait, il y a eu beaucoup d'essais, un peu comme la NASA, un peu comme la fusée, je pense qu'on le voit en ce moment avec SpaceX et tout ça. Avant de lancer une fusée qui fonctionne, il faut faire des tests. Et en fait, ce qui coûte cher, c'est les tests. Et les tests, c'est le savoir, avant de pouvoir relayer quelque chose au grand public.
quand on fait de la distillation, on va directement demander à Anthropic, à OpenAI, des questions auxquelles ils vont répondre. Par contre, la tambouille derrière, bah, chacun la crée. Un exemple concret, c'est quand DeepSeek était sorti, je crois que c'est le modèle numéro la V3 qui avait vraiment bien marché, il y a eu beaucoup de bruit il y a 1 an. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ont réussi à créer un modèle plus puissant, mais moins gourmand. Mais en fait, ça, c'est potentiellement possible, et je m'avance pas plus que ça, puisqu'ils ont profité du savoir d'autres plus gros modèles et ils ont pu se concentrer sur d'autres choses, qui est, en l'occurrence, la parallélisation, ou, j'ai pas en tête puisque j'ai pas préparé cette partie-là, les autres méthodologies qui permettent d'être moins gourmands. Maintenant, je vais sur un autre sujet. Donc, les États-Unis, ils reprochent la distillation. Pékin, il dit que c'est une pure calomnie. Mais de l'autre côté, la Chine, elle bloque aussi quelque chose, mais elle, c'est les capitaux américains. Et je trouve que la méthode, c'est pas du tout la même, mais ça dénonce quelque chose d'assez gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine n'a plus besoin, en tant que telle, des États-Unis Non, ils en pour ont plus besoin, exister. bien sûr. Et ça, je trouve que c'est un message fort. Puisque à la C'est un fin, point de c'est d'ailleurs un point de bascule géopolitique extrêmement important en fait, hein. Et probablement le ouais, plus important, c'est que les Américains ne sont plus l'hégémonie suprême sur probablement aucun des pans d'industrie, de domaine, d'innovation, d'ingénierie. Ils n'ont plus une avancée suprême ou une hégémonie ou seuls sur le terrain. Ils sont plus du tout seuls sur le terrain. Les Chinois sont par bien des égards sur beaucoup d'industries au moins au même niveau, voire plus élevé sur certaines. Et aujourd'hui, ils font des coudes. Chacun des deux blocs font des coudes et se répondent un peu œil pour œil, dent pour dent. Quelque part, c'est un peu ça. Par contre, tu ouais. disais la distillation. Je pense que aussi dans le processus de distillation, ce qu'on vient chercher, c'est aussi tout le renforcement par human feedback qui a été fait dans le modèle, qui peut être très long et très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le pré-training sur tout le corpus, il y a aussi derrière le post-training, le RHLF. C'est RHLF? Ouais, c'est ça, RHLF. Reinforcement Human Learning Feedback, c'est ça? Ouais, c'est ça. Où des humains valident plus ou moins certains types de réponses du LLM pour, en gros, grosso modo, ils ont un gros pouce levé, un gros pouce baissé. Et c'est d'ailleurs en fait souvent toute cette phase-là du RHLF et du post-training est souvent délocalisée dans des pays offshore à bas coût, notamment en Afrique, par des gens où ils ont des contrats de travail assez miséreux. Et pareil, au niveau santé mentale, c'est des gens qui développent des troubles assez importants parce qu'ils sont pas du tout sécurisés ou protégés par rapport au contenu que les LLM leur renvoient. Et justement, ils sont payés pour ça, pour flaguer aussi des contenus qui peuvent être illégaux ou qui ne passeraient pas dans les pays où sortiraient ces modèles. Donc du coup, je pense que les Chinois prennent aussi ce RHLF dans la distillation et pas simplement l'entraînement. Mais oui, c'est très intéressant. Ouais. Donc ils bloquent les capitaux américains. Ouais, en fait, aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus envoyer leurs capitaux. Ils perdent beaucoup de pouvoir en tant que tel. Puisque, si tu veux, il y a plein de sujets, en fait, si tu reprends les dernières années, dont je vais partir des 3 dernières années, il y a pas mal de sujets qui sont, je vais utiliser le terme rébarbatif, qui reviennent très souvent de façon plutôt négative pour juger la France. Mais je vais partir de ce postulat pour expliquer mon propos. En fait, tu te rends compte que, par exemple, les États-Unis, il y a eu un grand sujet avec les fameux visas. Tu sais, les visas vont coûter plus cher, c'est plus 10 000, mais c'est 100 000, ça avait créé tout un tollé. En fait, on annonce que les États-Unis, c'est une bonne terre d'immigration pour les cerveaux. Okay, donc et on parlait par exemple de Yann Lequin, je me rappelle très bien, qui est un cerveau français, qui est parti aux États-Unis avec. Ça, c'est une chose. Ensuite, les États-Unis ont beaucoup de capitaux. Ça a toujours été le cas. Par exemple, on se plaint souvent que les entreprises françaises, en fait, ne sont plus françaises à partir du moment où elles reçoivent des capitaux américains. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On s'en fout. À un moment, on a besoin de capitaux pour qu'une entreprise vive et paye ses employés en France. Ça, c'est mon avis. Maintenant, l'autre point, c'est si on prend l'exemple de la guerre froide, bah, initialement, il y avait le sujet des GPU. En fait, on avait essayé de bloquer les GPU entre les Tout à pays, on fait. avait Avec interdit. Nvidia, avec des Ça n'a pas espèces marché. d'embargo et de choses comme C'est ça, ça. etc. Mais il y a toujours eu un nombre très impressionnant de puces illégalement obtenues par du marché gris, etc., Bah oui. etc. Mais Ouais. en fait, ça existe, ça existera toujours puisqu'on en a besoin. Aujourd'hui, la Chine, elle peut peut-être retenir son capital humain, le cas de Manus. Elle ne veut plus, puisqu'elle bloque le capital financier des États-Unis.
Et les États-Unis, ils accusent qu'on leur vole leur capital intellectuel. Sauf que le capital intellectuel, je vois pas comment ils pourront stopper ça. On peut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas comment expliquer cette chose, mais les Et il États-Unis, y a aussi un truc, c'est ce qui est très intéressant, c'est que ce capital est dans toutes ces très grosses boîtes américaines, OpenAI, Anthropic, j'en passe, et des meilleurs. Regarde la constitution de 80% des équipes R&D innovation travaillant sur l'entraînement de ces nouveaux modèles au niveau frontière. T'as 70% de gens qui sont d'origine chinoise. ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est les top écoles, c'est là où il y a les meilleurs chercheurs Voilà. et ce genre de choses. Et honnêtement, c'est un secret de polichinelle, mais je pense qu'en fait, t'as peut-être au moins 50% de ces gens-là qui remontent des infos aux partis, aux pays, etc. Il y avait un truc qui était assez rigolo, qui était à San Francisco. Quand t'es un jeune founder de start-up, si tu te fais potentiellement euh, aborder par une jeune femme assez séduisante asiatique, t'as 80% de chances pour que ça soit une espionne potentiellement. Et je trouve ça assez marrant parce que je pense qu'il y a quand même une bonne part de vrai. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau. En fait, c'est vraiment comme si on était à un niveau de casus belli ou de, tu sais, de montée de tension géopolitique entre ces deux blocs qui petit à petit, en fait, se testent. Et tiens, tu me retires ça, ok, ben moi je vais te retirer ça. Tiens, tu veux plus de ça, oh ben ok, moi je vais faire ça de l'autre côté. Donc t'as vraiment des niveaux de prise de représailles en fait à chacune des annonces. Et tu te demandes bien où ils vont aller parce que ce qu'il y a de pire là-dedans dans l'histoire, c'est que tout ça serait très facile s'il suffisait de déclencher une guerre. En fait, le problème, c'est qu'ils sont tellement fortement couplés que la mort de l'un signifie la mort de l'autre, que la faiblesse de l'un signifie la faiblesse de l'autre. Parce qu'en fait, ils sont très très couplés ensemble. Je crois que les Chinois détiennent, je sais plus, un morceau de la dette américaine qui est phénoménal. Hein. C'est toi qui vas me dire ça. Hein. Ouais, mais c'est aussi surtout le Japon. Mais bon, Ok. le Japon et la Chine, c'est toujours une histoire spéciale, mais la Chine possède beaucoup de dettes étrangères aussi maintenant, puisque le monde a changé, et possède aussi beaucoup de parties de l'Ouest canadien. Ok. Donc oui, tout ce qui est la côte ouest, puisque finalement la côte ouest est beaucoup plus accessible pour l'Asie en tant que telle, donc que ce soit Amérique du Nord de façon générale, elle est plus accessible que l'Amérique, les États, enfin l'Amérique de l'Est, si ça fait du sens. C'est-à-dire New York, Montréal et tout ça, c'est moins touché par ces mouvements Et de capitaux aussi. il y a eu des montées aussi de tensions entre les deux pays, les États-Unis et la Chine, assez récemment par rapport au détroit d'Ormuz. Parce qu'en fait, il se passe quand même des choses assez importantes là-bas, notamment des choses qui peuvent impacter l'IA avec les productions d'hélium et de produits qui servent à, notamment à fondre les puces spécifiques IA. Donc ça a aussi des incidences. Il y a le problème des data centers dans les pays et les pays du Golfe aussi. Donc ça pose vraiment, vraiment beaucoup de questions en ce moment, tout ça. J'ai hâte de voir la suite. Mais en tout cas, il s'est passé quand même pas mal de choses pour un... Parce que le semestre n'est même pas fini en fait. Il se passe beaucoup de choses et j'ai hâte de voir comment ça va avancer. Alors c'est pas hyper positif, mais bon, ça fait partie, je crois, du jeu diplomatique. Sinon, sur des sujets un peu plus, alors j'allais dire léger, non, pas du tout. En fait, j'allais parler de licenciement. Donc non, c'est pas du tout léger, mais il y a trois sujets qui sont quand même assez. Pour parler sur les sujets légers, on va partir sur le licenciement. J'ai bien aimé quand même. J'ai bien Non, mais aimé. il n'y a pas que les licenciements et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est bon, bah, Oracle annonce une vague d'emplois supprimés vis-à-vis de l'investissement de l'intelligence artificielle. Snapchat, qui est une entreprise tech, il y a 16% des effectifs qui vont sortir aussi. On parle à peu près de 1000 personnes. Donc, c'est un objectif ici de rentabilité. Les objectifs sont pas tout à fait les. Enfin, si à la fin c'est la rentabilité, c'est une bêtise que je viens de dire, excusez-moi. Mais l'autre point, moi, qui m'intéresse, donc ça, c'est des vagues de sortie, c'est que Shopify, Non, non, Spotify. Spotify, à chaque fois je confonds. Spotify, ils Ceux sont en qui font train de de la se. musique. Ouais. Ouais. Et ils sont en train de se poser la question de augmenter le nombre de stagiaires, en fait, de 100 à 1000. Franchement, j'ai hâte d'avoir ton avis, puisque pour moi, tu peux soit être très positif, soit très négatif. Ce qui est mis en avant, c'est la volonté de 100 nouveaux. Donc, de 100 nouveaux, ça veut dire juste d'avoir une nouvelle vue beaucoup plus fraîche. Et ils partent du principe que les nouveaux stagiaires vont être beaucoup plus proches de l'intelligence artificielle par nature.
Il y a un autre sujet, moi, qui m'intéresse quand même, je l'annonce tout de suite, mais peut-être qu'on pourra revenir. Il y a une étude qui a été sortie chez la CNBC qui dit que 47% des étudiants ont sérieusement envisagé de changer de spécialisation à cause de l'intelligence artificielle. Je mets juste ça en parallèle et on peut revenir sur Spotify. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bon Alors, d'avancer? ça m'a fait beaucoup réfléchir quand tu as posé ça sur la liste des sujets. Et ma petite idée, et je pense que ça va vous sembler comme complètement contre-intuitif, C'est mais positif ou c'est négatif? c'est juste une hypothèse, une Allez, théorie ou un c'est constat. Vous l'enfer. verrez ce que vous en pensez. Mais pour moi, en fait, c'est juste la préparation des futurs seniors et le fait qu'en fait, on va dégager très probablement dans les 3 à 5 ans tous les seniors qui existent aujourd'hui. Je m'explique. Première étape, on a une gaussienne en fait d'adoption de l'IA, d'accord? On a une grosse courbe en cloche. La première étape, c'est de se dire on va former nos collaborateurs développeurs pour qu'en fait ils deviennent tous augmentés par l'IA. Le problème, c'est qu'en fait dans les courbes de Gauss, on a toujours les advocates d'un côté, souvent des seniors, souvent qui sont curieux, qui savent que leur métier change, etc. Mais de l'autre côté, il y a toute l'arrière de la gaussienne, c'est souvent des gens qui sont plus en difficulté. Je juge pas, juste je constate, c'est les gens qui vont avoir plus de mal à suivre le train. Pour une entreprise, plus de mal à suivre le train, ça veut dire qu'ils vont dégager à un moment donné. D'accord? De l'autre côté, on va pas prendre des juniors, on va prendre encore en dessous les juniors. On va prendre des internes, parce que ça coûte moins cher que les juniors. Les internes, ils vont avoir le mort aux dents, parce qu'en fait, ce qu'ils voient, c'est qu'en fait, ils pourront pas être employés dans pas longtemps. Donc en fait, ils vont cravacher comme des fous, ces internes, pour être dopés à l'IA avant tout le monde. Et par ça, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va venir remplacer les juniors par des stagiaires ultra formés et gonflés, qui vont venir en fait s'insérer dans cette première partie de la pyramide. Et au fur et à mesure, ces gens-là, ils vont progresser dans l'entreprise et ils vont venir grappiller et virer les seniors qui seront devenus trop chers, trop gourmands, etc. Et la partie du milieu, elle dégagera de toute façon. La partie des gens qui sont médiums et qui veulent pas s'investir ou changer ou s'adapter, ils dégageront. C'est pas une question de savoir quand, c'est une question de savoir quand. Donc en fait, c'est un remplacement de toute cette courbe de gaussienne, en fait, de toute cette population, les seniors, ceux qui sont un petit peu moins, qui sont intermédiaires, les juniors qui trouvent pas de taf. En fait, on va avoir les internes qui vont être, grosso modo, vont faire à peu près leur période d'essai en mode stage. Et ensuite, une fois qu'ils seront équipés, harnachés en mode junior ultra augmenté par l'IA, ils vont venir remplacer cette fois tous les juniors qu'il y avait dans les boîtes, encore, entre guillemets, mais tous les intermédiaires qu'il y avait aussi dans ces boîtes-là. Et une fois qu'ils vont grandir, ces gens-là, dans les 3 à 5 prochaines années, ils vont remplacer aussi tous les seniors. Et tous les seniors vont dégager. Et donc, dans 3 à 5 ans, on pourra se retrouver avec une force et une workload d'équipe de développement qui sera peut-être divisée par 3, 4 ou 5. C'est-à-dire qu'on va avoir un crack dans le métier du développement et de la technologie qui va être absolument phénoménal. C'est-à-dire qu'on est les futurs, je pense, traducteurs et allumeurs de réverbères et tous ces métiers qui n'existeront plus très très bientôt. Ou en tout cas, pas qui n'existeront plus, mais dont le besoin aura été tellement mutilé que finalement on aura besoin d'extrêmement moins de gens tech que ce qu'on en avait besoin auparavant. Donc pour faire cette transition-là, je trouve que c'est une bonne idée parce que donc ce que tu disais d'un coup, je t'explique pourquoi je disais ça parce que toi tu dis t'as réagi par une news où ils prennent plein d'internes Spotify, mais 6 mois avant, j'étais aussi collé une news qu'en fait ils avaient viré énormément de gens à cause de l'IA. D'accord? Donc en Spotify fait, ou Shopify, ça? c'est Spotify aussi. C'est Spotify aussi. Ouais, c'est Spotify aussi. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est des effets de com, mais je pense que ça annonce d'une trend, donc d'une mode où ils vont recruter de plus en plus tôt, si possible des stagiaires, des internes. Ils vont les doper à l'IA en mode vraiment en mode gonflage de cerveau et pour qu'ils puissent faire toutes les tâches de junior, toutes les tâches ingrates, mais que plus tard, ils se spécialisent pour devenir des dompteurs d'IA, des software engineers version X.0, etc. Donc mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Donc, à voir.
Positif ou négatif, c'est ça que tu me disais? Tu Non, vois, la non, news, elle date de décembre 2025. Un ancien employé Spotify et explique, parce que tu sais, à la fin, dans Spotify, chaque année, fin d'année, tu pouvais voir un petit peu ton année, tu sais, un peu en résumé, etc., etc. Et il y avait des ah gens oui, qui s'étonnaient de dire que en 2025, ça avait été assez moche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont viré tous les gens qui faisaient justement et qui participaient à cette espèce de year ok. wrapped year, tu vois, par des IA. Donc ils dégagent aussi un certain nombre de gens dans la tech. Toujours sur des questions soit de rentabilité là parce que ça se fait très facilement avec une IA entre guillemets et personne s'en rend compte, soit pour des questions de, on l'a vu, ils disent l'IA mais en fait ils désallouent l'argent dédié aux ressources humaines pour réallouer de l'argent dédié aux ressources GPU, assets, CAPEX, donc data center. Ça, beaucoup de grosses boîtes l'ont fait et maintenant la rhétorique, elle est très connue. Mais est-ce que ça serait pas un super sujet pour aller sur l'autre partie, un des derniers sujets qu'on a qui est pour moi assez important, c'est celui d'Anthropic, Oui, qui change sa facturation. Moi, je trouve que c'est un des sujets les plus intéressants et je pense que ça fait oui. énormément de temps qu'on en parle. Euh, donc, on va la faire simple. Pour ceux qui n'ont pas Anthropic, le, le forfait entreprise était un flat rate, c'est-à-dire qu'on payait par employé par mois. Bon, il y avait des conditions qui étaient propres à chaque compagnie, chaque entreprise, mais ils ont décidé de changer la méthodologie de paiement et en fait, on paye par token. Et ça, c'était un risque à prévoir. C'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, qu'ils avaient un cash burn qui était phénoménal. Grosso modo, ça leur coûte beaucoup trop cher. Ouais, et ça reprend aussi la phrase que j'ai dit juste auparavant. Tu crées tu donnes ta première dose. Tu donnes ta première dose et Gratuite. ensuite, ouais, après, t'en veux. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'ils sont implémentés dans les entreprises et implantés, les deux sont OK, dans les entreprises, elles ont juste à changer leurs termes et conditions. OK. Et c'était le risque qu'on a mentionné depuis toujours avec l'IA, c'est que quand les termes et conditions, elles changent, tu retires pas dans une grande entreprise tout de suite une solution. Donc l'Anthropic, ils viennent de passer d'un système flat rate, on va dire, je peux dire une bêtise, mais $100 par mois. Oui, Et tu là, avais des offres à 20, 50, 100 ou 200, voilà. Et maintenant, et ça passe à en l'usage token. quelque part. Voilà. À l'usage, sauf que, et ça c'est un point qui est extrêmement important, je trouve, à mes yeux, c'est que quand on paye au token, je peux presque m'assurer que quand on est dans une entreprise, moi Thomas qui suis un employé d'une entreprise qui travaille pas dans la partie infra, je ne sais pas ma consommation de token. Donc je sais Ouais, pas moi combien je touche. j'ai réduit parce que moi j'étais à, tu vois, j'étais un gros tokenizer, j'étais à un paquet de tokens par jour et je commençais à avoir des problèmes de poumons, etc. Non, je plaisante, c'est pour Non, par non. rapport à la drogue et l'addiction et la cigarette. Moi non plus, j'en sais rien. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est aussi que les agents, c'est ça qui est génial, c'est que ils nous ont lancé cette IA générative complètement non déterministe. Maintenant, ils mettent des agents dans tous les sens en mode YOLO. Et en fait, ils se rendent compte que, ben, en fait, un agent, c'est tout aussi non déterministe. Les contextes, les RAG, le nombre de tokens, tu peux absolument pas savoir en fait de quoi il a besoin et tout ce qui prend en termes de consommation. Donc moi ça m'étonne pas, ils veulent regagner de l'argent. Par contre, ce qui va être super intéressant et je le vois déjà arriver, c'est que avec les API maintenant et les frameworks qui se sont un peu globalement, tu sais, ils se sont Consolidé. branchés pour être compatibles avec OpenAI ou avec Anthropic, peu importe. En fait, il suffit maintenant pour un DSI ou un responsable infra à peu près de changer une ligne ou deux lignes pour pouvoir aller appeler d'autres modèles, d'autres providers, Mm. etc. avec la même couche d'accès, d'API et tout. Et je commence à avoir des gens qui migrent soit sur des modèles plus petits, soit sur des modèles chinois, soit sur des plateformes chinoises, Ok. qui vont être plus open source, qui vont être plus clean au niveau des tarifs, etc. Donc il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le gros risque dans cette bataille de l'IA, c'est que les clients sont pas captifs. C'est-à-dire qu'en 10 secondes, tu peux à peu près changer toute ta boîte de 1500 personnes de on utilise tout OpenAI à on utilise tout Anthropic à on utilise tout Kimi ou je sais pas quel modèle chinois ou Mistral ou tout ce que tu veux. Donc ça c'est un gros danger pour ces boîtes parce que tu peux te retrouver à très bien, là, ils vont dire bah maintenant vous travaillez au token mais tu vas avoir le directeur financier des boîtes qui va dire vous êtes gentil en fait. Nous on va pas passer de 20 ou 50 dollars par développeur à 500 dollars par développeur. Tu vas C'est même avoir pas une levée développeur, hein. de
C'est même pas que les développeurs à ce Là, c'est niveau-là. pour tout le monde, en fait. Là, c'est pour Ouais. tout le monde. Bien sûr. C'est ta compagnie. Ce qui se repose aussi énormément la question dans les entreprises de la formation. Les gens ne savent pas prompter, ils savent pas prompter, ils font n'importe quoi, ils comprennent pas le contexte, ils comprennent pas comment ces boîtes marchent, ces boîtes noires marchent. Ouais. Donc les gens, par définition, font des trucs nuls. Ils utilisent trop de tokens ou ils utilisent pas les bons tokens, etc. Donc tant que les gens seront pas formés, on va continuer à avoir des dépassements et c'est pour ça que je pense que c'est important de former les gens au prompt engineering et tout ça. Tu vois. Et puis regarde cette dérive qui peut être très facile. J'ouvre encore une fois une brèche. On verra si dans 6 mois c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est aujourd'hui, tu contrôles ton input, tes inputs, tu contrôles ce que tu donnes à manger, mais tu ne contrôles pas ce qu'il en sort. Nous aujourd'hui, ce qu'on paye, bah, en général, on paye pas. On a on paye 30 euros par mois, 20 euros, 30 dollars par mois pour avoir un accès, disons, illimité sans condition, sauf pour les API. Mais si demain, dans leur méthode de fonctionnement, ils décident de rajouter un peu de buffer à la fin des outputs, bah, en fait, leur gain, il est gargantuesque. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont Bien sûr. passées par le forfait anthropique, et en fait, on se dit, bah, rajoute 3% de token à la fin dans les Ouais, outputs, bien sûr. c'est autant d'argent payé sans qu'on s'en rende Ouais. compte. Et le petit truc où Sam Altman disait oh je préfère quand même lui dire bonjour et au revoir et merci etc. Tu comprends le truc multiplié par des dizaines ou centaines de millions de personnes. Donc c'est un shift monumental. Et moi je pense que c'est un shift qui peut annoncer beaucoup de choses négatives. Tu vois, on parle beaucoup de bulles. Mm. Leur position, leur narratif, leur position vis-à-vis de cette bulle, les réels gains dans les entreprises, les réelles assimilations et les réels taux d'usage et les gains de productivité dans les entreprises sont absolument pas au rendez-vous. Toutes les études le montrent, absolument pas au rendez-vous. Sauf pour quelques niches, le développement, certaines niches et certains usages très particuliers. Mais mettre tout et se dire, dans mon entreprise, je vais gagner 40% de productivité parce que je mets des agents partout, non seulement c'est une utopie, mais c'est un signe de médiocrité intellectuelle de la part des personnes qui disent ça, ou en tout cas de méconnaissance de ces outils. Donc, aujourd'hui, ça marche pas. Aujourd'hui, les gains de productivité sont pas là. Aujourd'hui, ils perdent de l'argent. Et aujourd'hui, la montre, elle continue à tourner. Ils investissent dans les data centers. Les financements de data centers deviennent de plus en plus durs. Les refinancements deviennent de plus en plus durs. Si tu veux, on arrive dans un truc où t'as un roman, là, qui nous est lu. On en est au tome 6. On arrive à l'épilogue. On est sur une situation où c'est un paroxysme. T'arrives vraiment où tous les personnages vont jouer le dénouement, tu vois, de l'histoire. Et tout ça commence à se fendre dans tous les côtés. Et on arrive dans un gros risque systémique, à mon sens, financier, mais pas que, autour de ces technologies. Donc, on verra ce que ça peut donner, mais je suis très curieux de voir quels vont être les soubresauts que ça va pouvoir donner. Je voulais juste donner comme, avant de conclure, les points suivants quand même, puisque l'évaluation d'OpenAI, aussi pour qu'on puisse se rendre compte, j'ai retrouvé les chiffres. L'évaluation d'OpenAI au 31 mars 2026, donc là on est début mai, c'est la somme des entreprises que je vais mentionner. McDonald's, Disney, Boeing, Uber, Comcast, qui est une entreprise de médias avec la CNBC, je crois, et Ford. Ces entreprises cumulées ensemble font la taille d'une entreprise non valorisée en bourse qui est OpenAI et qui, et je pense que c'est un point qui est important, mais Perdre de l'argent. Ouais, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'ils annoncent, c'est un cash burn de 18 milliards cumulés entre de 2026 à 2029. Tandis que Uber sont positifs en cash burn depuis 2022 presque, donc ils en ont pas. Tesla, c'est presque pareil. Et Netflix, c'est pareil, c'est positif. Bon, j'extrapole un peu les propos. Oui, non, Hein. c'est ces boîtes d'IA qui sont aujourd'hui dans une technologie. Non seulement ça, mais on n'a même pas parlé de l'écologie et de l'environnement c'est une non-équation. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnait pas avec la trend d'il y a 6 mois ou 1 an ou 18 mois. Ça fonctionne encore moins avec la trend d'aujourd'hui. C'est-à-dire que mathématiquement, on est dans un endgame scénario. Ça ne peut pas fonctionner sans
une disruption massive, une découverte, j'en sais rien, la fusion ou je sais pas quel autre truc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment compliqué pour cette boîte et il existe un risque systémique on est parti trop loin, trop fort, on a trop promis à tout le monde, mais finalement c'est pas soutenable, c'est pas sustainable, on peut pas continuer comme ça. Effectivement. Sur tous les plans, environnement, financier, humain et peut-être géopolitique. Donc c'est des vraies grosses questions. Un petit mot de la fin? 37%, tu disais, des étudiants ont sérieusement envisagé de changer de spécialisation à cause de l'IA. Nous, on le voit tous les jours. On a organisé un meet-up spécialisé Gen AI à Montpellier, co-organisé avec d'autres personnes. On le tient régulièrement, presque une fois par mois. Et on s'aperçoit que la population change dans ces meet-ups qui étaient d'abord adressés aux développeurs. Et de plus en plus, maintenant, il y a des gens qui ne sont pas développeurs et qui ne sont pas de la tech. Mais ils viennent en fait parce qu'ils se disent potentiellement j'ai peur pour mon job, mon avenir professionnel, et je me dis qu'en venant là, je vais en apprendre un maximum pour éviter d'être peut-être dans le wagon de ceux qui vont partir, ou en tout cas en savoir un petit peu plus sur où est-ce que je vais me réorienter. Donc pour boucler sur ce que tu dis, c'est que les étudiants ne savent pas, mais les gens qui sont en poste aussi ne savent pas et ont peur sur leur futur, leur identité professionnelle et leur reconversion éventuelle. Donc ça, c'est intéressant. Intéressant, effectivement. Est-ce que c'est positif, là? Pas des masses. Après, au bout d'un moment, je préfère qu'on soit quand même factuel et qu'on dresse des constats, même s'ils font mal et qu'ils sont un petit peu difficiles à absorber, plutôt qu'on soit dans des espèces de délire utopique, techno-solutionniste, où on vous dit qu'en fait, tout va bien et tout est rose. Non, il y a des situations qui ne marchent pas, il y a des situations qui sont tendues, qui sont complexes, et aujourd'hui, on essaye de les mettre en avant et de débunker le vrai du faux et le délirant et la com externe des Américains avec des choses qui sont grounded et factuelles et puis aussi nos théories et nos opinions, hein, bien sûr. C'est essentiel. Qui sont différentes, toi et moi d'ailleurs. Merci beaucoup, Pierre, c'était très cool. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Y'a pas que la data avec un invité. Et puis sinon, prenez soin de vous. Merci à tous. Merci pour votre écoute.